Bon, ben, moi, c'est Lilian. Je vais un peu vous parler de comment moi j'élève des animaux, essentiellement des couleurs. J'aimerais juste dire que bon, je suis honoré d'être là, tout ça, ça me fait un truc là, tout rouge en plus. Parce que Nancy, non, je sais pas s'il marche, il marche pas. Il faut approcher un petit peu. Ouais, toujours Non, pas. non, Il n'y a pas que. Il est où le chat noir? Il y en a deux. Ah, ça c'est radical ça. Ah ouais. Ah, vraiment. Bref, j'étais en train de dire que en fait, Nancy, c'est un peu un jalon pour moi, c'est un truc, je suis super heureux d'être là. Parce qu'en fait, il y a 20 ans, je suis venu en stage, moi j'ai fait de l'aquaculture, parce que les poissons, c'est un peu le début de ma passion pour l'élevage des animaux. Ça a commencé avec la pêche, mon grand-père, tout ça. J'ai fait des études en aquaculture pour bosser en aquariophilie. Et à ce titre-là, j'ai fait plusieurs stages, dont un stage de 6 mois chez Olivier Joux au 35e Méridien. Et donc, du coup, toujours pas. Du coup, et là, j'ai fait un peu des allers-retours ici. Et ça me fait tout drôle de revenir 20 ans après. Bon, de fil en aiguille, j'ai pas mal shifté sur les reptiles, essentiellement les serpents. Et c'est un peu ça qu'on m'a demandé de vous présenter aujourd'hui. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous présenter ma pièce d'élevage. Ensuite, je vous présenterai mon fonctionnement. Et je terminerai par les espèces et puis les spécificités de leur élevage. En tout cas, j'ai choisi cette chronologie. Du coup, ma pièce, elle ressemble à ça. Elle est toute petite, elle fait 15 mètres carrés. J'ai choisi des terrariums en PVC moulé, la marque Artec pour ne pas la citer. J'ai 4 tailles différentes. Ils sont tous très noirs. Ça a des avantages et des inconvénients. Et puis j'ai un puits de lumière naturelle. Ça me tenait vraiment à cœur, vu les espèces que je maintiens. Donc j'ai des 60-60 par 50 de haut, j'en ai une 10. J'ai des 60-60, 100 de haut pour les espèces arboricoles. J'ai des 90 de long, 60-50. Et enfin, j'ai des 120 là-bas en haut pour les quelques grosses espèces un peu grosses. Tout est relatif que je maintiens, pardon. Ok, le côté face de ma pièce, c'est... Il faut bien les faire grandir, ces animaux. Du coup, j'ai 2 nurseries que vous voyez ici. J'ai donc 100 places pour des jeunes. Je vous expliquerai un peu comment ça se passe. Et ensuite, après, pour faire grossir les animaux, en fait, j'ai choisi plein de tailles de boîtes. On parlait tout à l'heure ce midi de ma passion pour le rayon Ikea de boîtes en plastique. Maintenant, c'est le rayon Action, mais ça revient au même. C'est pratique. L'idée, c'est que, vrai ou pas, les serpents dans les grands enclos, ils stressent. Probablement que c'est pas vrai. En attendant, pour le confort d'élevage, le fait d'avoir quelque chose de restreint, quand on a pas mal d'animaux, c'est quand même facilitant, quoi. Donc du coup, j'ai choisi des boîtes à chaussures, hein. Un type format boîte à chaussures, après boîte à sweatshirt, un truc comme ça. Là, pour c'est des bras plastes arboricoles. Et en dessous, j'ai une taille de grosse boîte pour faire pousser en fait les espèces arboricoles. Donc les animaux, quand ils naissent ou quand ils intègrent l'élevage, quand ils sont petits, c'est des petits bras plastes comme là-bas en bas. Et puis, au fur et à mesure de leur croissance, ils changent de taille de boîte pour finir, et c'est ça l'objectif bien sûr, de l'autre côté dans les terrariums. C'est pas une finalité la boîte en plastique chez moi. Donc ça c'est ce que j'ai appelé l'unité de grossissement. Ce qui est important et fondamental finalement dans ma pièce d'élevage, c'est que c'est un caisson. En fait c'est du panneau de chambre froide partout. Donc là, vous le voyez ici, là, j'ai des panneaux qui font 8 cm d'épaisseur. Le toit, c'est ça aussi. Parce que finalement, mes animaux craignent le chaud et pas le froid.
Et donc je dois me prémunir de ça. Et j'ai une pompe à chaleur réversible qui me sert à faire du froid plutôt que du chaud, la majorité du temps. Évidemment, ça permet de brasser l'air aussi. Et j'ai une série de ventilateurs qui permettent de brasser l'air. J'ai deux accès à cette pièce. La première, c'est ici, elle donne dans mon garage. Et j'en ai une deuxième qui donne dans le bordel qui ressemble à un jardin là-bas derrière. Et évidemment, il ne faut pas oublier que si on veut être efficace, il faut que ce soit pratique. J'ai eu des animaux dans plein de configs depuis que je suis tout petit, dans la cave, dans ma chambre, partout dans mon appart, enfin, vous connaissez. Et en fait, c'est la première fois, et je suis plus très jeune finalement, que j'ai une pièce dédiée à ça. J'ai acheté cette maison avec cette pièce dans cet esprit-là. Et donc il fallait que ça soit pratique et je savais ce dont j'avais besoin. Donc j'ai un très grand plan de travail, j'ai un grand évier et mon meilleur ami c'est ce truc-là. C'est un tuyau d'arrosage sur un enrouleur et je vous expliquerai un peu tout à l'heure ce à quoi il sert. Donc j'ai dû faire des arrivées et des évacuations d'eau qui sont indépendantes. Et j'ai un tableau électrique qui fait 3 fois la taille de celui de ma baraque, juste pour cette pièce. Parce que j'ai, je ne sais plus où, non c'est pas bon. Enfin, il y a 70 prises dans la pièce. Il y en a au moins la moitié qui ne servent à rien. Mais c'est comme ça. Voilà, coût total de cette pièce, 12 000 € et son fonctionnement à l'année, on en parlait hier soir. Moi, c'est environ 2 000 € qui s'équilibre entre les frais d'énergie et le coût d'alimentation des animaux qui a flambé là, en un an. Ce truc-là, c'est ma passion, moi, c'est pas mon métier. Donc, ça ne me pose pas de problème que ma pièce d'élevage, que ma passion me coûte de l'argent. Mais c'est mieux si ça me permet de payer des glaces quand je suis en vacances. Donc, l'un dans l'autre, mon objectif, et encore, il est voilà, pas dingue, c'est d'essayer de couvrir avec la vente de mes repros, c'est plus ou moins 2 000 €. Quoi. Sachant que mon objectif en tant qu'éleveur, c'est quand même produire des jeunes. Hein. Je suis conditionné pour ça, c'est mon parcours, aussi bien professionnel que universitaire, entre guillemets. Du coup, cette pièce, elle est super fonctionnelle, mais elle a des inconvénients, tout plein. Mon sol, j'ai choisi du lino parce qu'il a bien fallu que je ravine à un moment donné et c'était une mauvaise idée. Les terrariums AirTech noirs, alors le noir c'est super joli, par contre ça bouffe toute la lumière, on voit rien à l'intérieur. Depuis en fait j'ai doublé tous les systèmes d'éclairage. Ça bouffe la lumière aussi d'un point de la pièce, donc j'ai dû remplacer ça par 2 panneaux LED. Et puis le AirTech, si c'était à refaire, bien que j'adore Nico, celui qui a créé cette marque, c'est un super copain. C'est pas les terrariums, je pense, qui soient le plus adaptés aux espèces que moi j'ai choisi de maintenir. Et je pense que si j'étais amené à déménager, à changer de pièce d'élevage, je ferais différemment. En tout cas, je réfléchirais à utiliser d'autres types d'enclos. J'ai aussi radiné, j'ai pas remplacé les portes, du coup j'ai des beaux comptes thermiques à ce niveau-là, c'était pas très malin. Et puis oui, j'ai dit les prises, donc là c'était quand j'installais tout ce bazar. En fait, je suis un petit peu monomaniaque peut-être. Des fois, quand j'ai une idée en tête, j'ai un peu du mal à passer outre. Et par sécurité, en fait, j'ai calculé, puis j'ai multiplié par 2. Donc j'ai 2 fois trop de prises. Avec l'électricité, c'était un billet de 1500 balles dans la pièce. Voilà. Enfin bon, j'ai tout plein de prises, j'ai pas besoin d'en rajouter quand je veux mettre une petite enceinte connectée ou je sais pas trop quoi. Ce qui a bougé par rapport à la photo aussi, c'est que là j'avais mis mes terrariums arboricoles en bas et finalement je les ai situés, j'ai shifté, ils sont sur le haut. C'est plus cohérent parce que j'ai quand même un gradient thermique entre le haut et le bas de la pièce malgré le brassage. Alors il n'est pas extraordinaire mais il y en a un quand même. Et comme je vais vous expliquer, ça je chauffe avec une technologie qui est différente du reste de la pièce. Donc c'est plus logique que ce soit en haut.
Vous voyez que toutes les colonnes, elles sont sur roulette, parce que quand il y a une bête qui se barre, il faut bien aller la récupérer. Et bon, après, c'est Tetris, hein, quand il faut bouger les batteries, mais voilà, ça se fait plutôt bien. Et donc, du coup, alors, on me demande tout le temps combien j'ai d'animaux dans cette pièce, pas plus tard qu'il y a quelques minutes. Et je compte pas en fait, enfin, comme tous les éleveurs, il y en a trop pour compter, entre 50 et 70 en général. Pour m'occuper de ça très correctement en routine, nourrissage, entretien, il me faut moins d'1 heure aujourd'hui. Et mon objectif, c'est d'y passer le moins de temps possible à torcher et le plus de temps possible à boire mon café en regardant ce qui se passe. Donc, je me lève et tous les matins, mon petit déj, je vais le prendre là-bas. Mais je ne suis pas à un moment où je vais retirer les crottes ou je vais changer les bacs d'eau. C'est un moment pour moi et pour me rappeler que ces animaux, ils sont là parce que moi, j'ai choisi de les y mettre et d'en profiter finalement. Très égoïstement, mais d'en profiter. Donc, c'était un truc qui n'existait pas quand j'avais mes installations qui étaient dans mon habitation finalement. Parce que tu passes tout le temps devant, tu es tout le temps en train de mettre tes mains dans les terras. Et ce que je constate à l'usage, cette pièce elle tourne depuis, ça va être la 7e année, c'est que les animaux, ils aiment bien qu'on leur foute la paix aussi, quoi. Donc ils font très bien sans nous. Si on leur donne ce dont ils ont besoin, si on est trop dans les terras, c'est pareil que dans un aquarium, hein, si vous êtes tout le temps en train de foutre les mains dedans, il y a un moment donné où ça va plus, quoi. Et donc, voilà, 1 heure. Avant, 2 heures, 2 heures et demie. Donc, optimiser une petite pièce, c'est cool, parce que ça permet de gagner du temps. Alors, j'ai aussi beaucoup plus de terrain que je n'ai d'animaux, finalement, parce que je fais cohabiter des individus. Et donc, tous les petits terrains, enfin la majorité des petits terrains qui font 60 par 50 de haut, ils sont vides. Et c'est un choix qui est complètement assumé, dans le sens où si j'ai besoin de dédoubler, j'ai plein de place. Si j'ai besoin de nourrir, j'ai plein de place. Et j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Donc je ne cherche pas du tout à... Je ne suis pas dans une dynamique de faire grossir mon cheptel. Vous allez voir, j'ai peu d'intrants en fait, tous les ans. J'ai peu d'animaux qui rentrent dans mon élevage. Ça me permet d'être tranquille en termes de gestion sanitaire. Ça me permet moi aussi de gérer mon temps. Et comme ça, je peux parer à l'impromptu quand il y a besoin. Donc en fait, je me réjouis d'avoir des terrariums vides. Ce qui peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Donc ça, c'était pour la pièce. Maintenant, mon élevage. Alors je vous ai mis le seul lézard que j'aimerais un jour réellement maintenir. Parce que bon, il vient exactement du même endroit que une grosse partie des animaux que je vais vous présenter après, et qui se maintient un peu au cou de la même façon. Chimisaurus crocodilurus. Un jour peut-être. Et donc, les animaux, ils commencent par arriver dans mon élevage. C'est super présomptueux d'en parler comme ça, mais d'un point de vue administratif, c'est le cas. Et donc, du coup, on commence par une quarantaine. Et en fait, elle ne se passe pas dans ma pièce. Les animaux, ils mettent des mois à rentrer dans ma petite pièce de 15 mètres carrés. Donc, bienvenue dans ma salle à manger. Une petite nurserie de 15 places de mémoire, un truc comme ça. Voilà. Quand on fait rentrer des animaux dans un élevage, on fait prendre des risques au cheptel qui est déjà en place. En tout cas, j'ai passé beaucoup de temps dans une station d'acclimatation de poissons à essayer d'éviter les catastrophes de ce genre-là. Donc du coup, dans mon élevage perso, j'ai un petit peu pris ce pli-là. Donc la première chose, c'est comme je le disais, il y a peu d'animaux qui rentrent dans mon élevage, du coup il y a peu de risques. En plus de ça, j'ai un peu tendance à souvent avoir affaire aux mêmes personnes. Quand j'achète des animaux, enfin en tout cas les animaux que moi j'élève, on est peut-être 20 en Europe, quoi. À vraiment s'y intéresser et avoir un cheptel constitué autour de ce groupe d'espèces-là. Et donc du coup, c'est toujours un peu les mêmes. On ne fonctionne pas en vase clos, c'est pas vrai.
mais en tout cas, on s'échange des animaux, etc. Donc du coup, potentiellement, la pâteau, elle tombe sur nos élevages, dans le pire des cas, mais on limite, quoi. J'ai des cas, hein, j'ai des connaissances qui achètent ou qui ont acheté des animaux partout, et puis après, ça explose dans leur élevage, et ils sont maîtres de rien, parce qu'en fait, ils n'ont rien géré en amont. Donc, je ne suis pas veto, il y en a un qui va vous expliquer ça 1000 fois mieux que moi, juste en haut là-bas. Mais, en attendant, j'ai jamais eu d'acarien. Je perds très peu d'animaux de bateau. Donc, ça fonctionne. De mon point de vue, en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Les animaux qui sont là, j'ai fait la photo là, il y a moins d'un mois. Ils sont arrivés début du mois de décembre parce que je les ai récupérés à Ham. Et ils vont rester là jusqu'au réveil de ma pièce. Donc en fait, ils l'intégreront fin février peut-être, quoi. Et en attendant, tout va bien. Hein. Alors moi, j'achète que des bébés. J'achète jamais d'animaux subadultes ou adultes. Donc du coup, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. C'est une étagère à la taille des boîtes. Il y a un cordon chauffant qui circule au fond, un thermostat. On n'en parle plus, quoi. Donc, ça permet de mieux contrôler l'alimentation, le cycle de mue de l'animal, ça permet de faire connaissance si on a envie, même si ce n'est pas ma démarche. Et c'est aussi un temps qui est utile pour gérer l'aspect administratif de notre passion, puisque c'est la deuxième étape. Ton animal, il débarque, mais maintenant, il faut faire du secrétariat. En tout cas, pas mal en terrariophilie. Donc, l'aspect administratif, c'est super important en fait. C'est cette espèce de traçabilité là qui est indispensable. Ça prend du temps, mais c'est indispensable. Alors moi, du coup, comme je détiens plus d'espèces que ce que me permettent les quotas, et qu'en plus il y a un peu de faune française qui est protégée, j'ai besoin d'avoir une autorisation d'ouverture d'établissement. Et donc le CDC, tout ça. Donc fort bien, ça fait plus de 10 ans que j'ai ça. Ensuite, il faut archiver tous les documents. Donc depuis 20 ans que je fais de la terrariophilie, j'accumule. J'ai des classeurs entiers de justificatifs d'entrée. Alors je vous garantis qu'il y a 20 ans, quand vous alliez à Ham ou à Houten et que vous demandiez à un Allemand ou peu importe, un étranger de vous faire un document, il vous regardait avec des yeux comme ça et il disait non en fait. Donc ça a toujours été, enfin en tout cas ça a souvent été compliqué au début de la passion terrariophile, on va dire. Néanmoins, si on se présente avec les papiers, qu'on a un peu de pédagogie et tout, on finit toujours par y arriver. Et si les gars, ils ne voulaient pas me filer un document, déjà, ils n'avaient pas mes sous, j'ai toujours réussi à avoir un document. Ça veut aussi dire qu'à chaque fois qu'il y a un animal qui sort, il en faut un, quoi. À chaque fois qu'il y a un bébé Zamenis titula, je ne sais plus où il est, le jeune homme, parce que j'ai un ancien qui... Voilà. Bon il a dû avoir un papier, le jeune homme qui m'a pris un serpent il y a quelques années. Et ça, moi j'en ai une copie et c'est pareil, j'ai des classeurs. Heureusement que mes animaux, c'est pas des gros pondeurs, hein, parce que... Donc on tient un registre aussi. Alors il y a des CERFA pour ça, on peut faire de plein de façons différentes. Maintenant, depuis 2018, on a pas mal d'animaux qui doivent être marqués, donc ça veut dire que pour ce que moi j'élève, c'est des puces ou des photos. Bon, la puce, il faut prendre rendez-vous. Il faut réussir à avoir un rendez-vous avec un veto qui est d'accord, d'identifier des animaux qu'il ne connaît pas, des espèces qu'il ne connaît pas. Et quand on y arrive, après, c'est lui qui s'occupe de la déclaration dans la base de données. Ça date de 2018, et ça concerne plein de bestioles. Tout ce qui est règlement européen, tout ce qui est B et C de l'article de 2018, enfin, plein de choses. Les dangereux, les exotiques envahissants, plein de choses. Donc, ça, une fois que je rentre de Ham, que j'ai acheté mes quelques animaux de l'année ou de Houten, j'ai une étape où je dois me taper tout ce genre de trucs. Ça, c'est le type d'attestation session que je fais maintenant. Alors, j'ai fait un peu à ma sauce et puis je me suis bricolé un outil pour que j'appelle
J'appuie sur une macro et ça le remplisse pour moi. Au moins ma partie, ma signature, tout ça. Comme ça, je gagne un tout petit peu de ça. Je me suis aussi rajouté en bas, là, parce que je suis peut-être un peu plus royaliste que le roi, mais un peu comme l'administration qui se réserve une zone pour elle-même mettre des références administratives. Bon, bah moi, mes animaux, ils ont tous un numéro. Et donc, du coup, quand ils s'en vont, là, je peux noter à cet endroit-là, c'était quoi les animaux. Ça, c'est un certificat d'enregistrement, le truc à droite, là, mon bazar, il va plus. Voilà. Donc ça, vous avez fait pousser votre bestiole chez le veto, vous recevez ça par mail. Ou alors, c'était trop petit, le veto, il vous a mis hors de question. Ou alors, c'était un axolote, par exemple. Et là, ça va être une déclaration photo. Et ça, c'est pas le veto qui fait, c'est vous. Enfin, c'est moi. Pour ce qui concerne les températures. Moi, j'élève des animaux qui n'aiment pas le chaud. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, du coup, ce qui compte, c'est que ça ne dépasse pas, allez, 27, 28 degrés trop longtemps. Tous mes animaux sont des thermorégulateurs. On en parlait ce midi, il y a certains serpents qui ne bougent jamais. C'était les Bronger's male, là, tout à l'heure, dont on parlait. On appelle ça des thermoconformistes. Moi, mes animaux, ils vont chercher la chaleur quand ils en ont besoin. Donc, ils sont dans une démarche active et dynamique. Donc, du coup, c'est important dans notre terrarium, qu'ils soient comme ça, de leur fournir un gradient thermique, un thermogradient. Du coup, mon point froid, c'est la température de la pièce. Avant de rentrer dans cette pièce, j'ai élevé plein d'animaux, de plein d'origines diverses. J'avais du tropical, j'avais déjà des animaux qui aimaient le frais, et j'essayais de jongler dans les pièces de mon habitation. Quand j'ai pris le parti de tout installer au même endroit, j'ai dû faire des choix, et j'ai dit au revoir à certaines espèces. Je sais pas, j'avais des beaux arcs-en-ciel depuis hyper longtemps, bon bah eux, au revoir. Parce qu'ils n'auraient pas survécu, et ils n'auraient pas eu des conditions qui soient bonnes pour leur détention, quoi. Donc mon point froid, pardon, c'est donc la température ambiante de la pièce. Et puis, comme on est en 2024, il faut vivre avec son temps. Donc il y a un petit peu de domotique dans ma pièce et j'ai des thermomètres connectés, j'ai des trucs comme ça. Donc ça me permet de suivre en direct. Voilà. Pas encore de régler la température puisque mes thermostats ne le sont pas. Le point chaud, par contre, donc deux méthodes. Pour tout ce qui est terrestre ou terricole, donc qui vont s'enfouir, c'est du tapis chauffant et un thermostat, donc c'est de la convection. Et c'est pour ça qu'en fait je disais que les terrariums AirTech c'est peut-être pas le plus adapté, parce que moi j'aimerais bien changer ça en fait. Je préférerais leur apporter une ampoule, un truc qui fasse lumière visible, un peu et des infrarouges quoi. Et puis leur mettre une grosse pierre ou quelque chose qui ressemble plus à ce qu'ils vivent dans la nature en fait. Les infrarouges C, c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour réchauffer un reptile. En fait, c'est vraiment pas un truc très très efficace. Ça marche super bien, mais on ne répond pas complètement aux besoins de la bestiole. Donc, et l'inconvénient des AirTech par rapport à ça, c'est qu'on ne peut pas les équiper, ils sont trop bas, enfin bref. C'est un peu la merde pour installer un système comme ce que j'aimerais faire. Donc j'ai fait des tests. Il y a toujours plein de tests en cours dans ma pièce. Enfin plein. Toujours quelques tests. Et là, en l'occurrence, ça ne fonctionnait pas. Donc je fonctionne toujours sur mon système hyper classique de tapis chauffant thermostaté. Néanmoins, je pense qu'il serait préférable que ça évolue. Et puis pour mes espèces arboricoles, j'utilise des HID. Là, c'est une ampoule qui nécessite une alimentation séparée. Voilà. Iodure métallique. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont le truc qui réfracte à l'intérieur. Voilà. Et que sur le marché terrariophile, on peut trouver des HID avec différentes ouvertures je sais pas comment on appelle ça, bref. Et là, c'est du spot, donc ça me permet de vraiment cibler l'endroit où moi, je veux faire monter la température
et en plus, ça émet des UVA et des UVB. Voilà, donc ça c'est 9 mois dans l'année, je chauffe comme ça. Et puis pendant 3 mois, moi, je suis en vacances de mes animaux. Donc je baisse, enfin j'arrête de nourrir, les animaux se purgent. Et je fais, alors comme il y a un puits de lumière, la photopériode tout seul, ils se mettent au repos. Et moi j'accompagne en baissant les températures, j'accompagne en réduisant la durée d'éclairement aussi dans les terrariums. Et là en ce moment, ils doivent être à 8 degrés aujourd'hui, peut-être 9. Ils le sont depuis la fin du mois de novembre. Et ils vont le rester jusqu'à vacances de février ou plus tôt. Et en fait, c'est très très bon pour mon équilibre à moi. En plus d'être super intéressant pour eux, quoi. Parce qu'eux, ils en ont besoin. Mes animaux, c'est une j'allais dire une collection. J'ai ma langue qui fourche. Mon cheptel, bon, les terrariophiles parlent de collection, mais j'aime pas ça. Mon cheptel est plutôt vieillissant. C'est des animaux qui ont entre 10 et 15 ans pour la majorité. Et en fait, c'est des animaux qui se reproduisent tous les ans, certains depuis les situlas dont je parlais tout à l'heure, je pense, ça fait 14 ans. Et donc, elles ont encore au moins 5 ou 6 ans devant elles, tranquilles. Et elles vont continuer de prendre. Mais si je ne leur faisais pas ce repos hivernal, elles seraient déjà mortes, probablement. Donc ça, c'est indispensable pour elles, très très positif pour mon équilibre à moi, de gros feignant, hein, d'accord. Et en plus de ça, je le fais pour tous les animaux. C'est-à-dire que s'il naît au mois de décembre, il naît, il a froid, quoi, direct. Et c'est pas grave, il mangera au mois de mars, quoi. Parce que dans la nature, c'est ce qu'il vit. Et on n'est pas mieux que la nature, nous. Alors évidemment, il y a la captivité qui crée un biais, etc. Mais là, en l'occurrence, tous les animaux, qu'ils soient nés cette année, qu'ils soient nés il y a 18 ans pour les plus vieux, trucs comme ça, ils sont tous au repos, ils sont tous à 10 degrés, ou 8 degrés. La température dans la pièce varie un peu. Donc voilà, comment je gère les températures. Et puis, voilà, la température dans ma pièce, j'ai un petit truc sur mon téléphone, c'est magique, le moderne. Et donc j'ai des thermomètres connectés, et là j'étais à 12 degrés. Puis j'ai un suivi sur les... Oh, bon, bref, c'est autant gadget que c'est intéressant, mais j'avoue que ça me plaît assez. C'est le dernier truc que j'ai mis en note dans la pièce. Donc ça, c'est quelque chose qui me branche bien. Ensuite, ces animaux-là, en fait, ils ont besoin de lumière. Parce que c'est des animaux qui ont un rythme, d'accord? Et donc, il faut qu'on leur donne le rythme, sinon ils sont tout perdus. Donc, ces couleuvres asiatiques, elles sont catémérales, c'est-à-dire qu'en fait, leur activité est catémérale. C'est-à-dire qu'elle peut être de jour, de nuit, ça va dépendre des conditions météorologiques. Du coup, malgré tout, il faut qu'elle sache quand c'est le jour, quand c'est la nuit, évidemment. Donc, moi j'ai un puits de lumière, ça me permet d'avoir une photopériode naturelle pour les animaux de l'hémisphère nord ou les animaux de l'hémisphère sud qui s'y sont habitués. D'accord. Ensuite, j'ai aussi j'ai des barres LED dans tous les terrains. Et j'ai aussi des ampoules, c'est toujours de la LED en fait, et des ampoules LED sur les plus petits où je ne peux pas mettre de barres. Et puis ensuite, évidemment, les ampoules HID dont on a déjà parlé juste avant, qui, elles, émettent lumière visible, infrarouge et UV. Donc c'est pareil, on parlait de thermogradient tout à l'heure, je n'ai pas insisté, mais les animaux, ils peuvent choisir. C'est ça le truc qui fonctionne en terrariophilie pour les thermorégulateurs. Toujours laisser le choix à ta bestiole d'aller vers le chaud et surtout de s'y échapper. Si vous discutez un peu avec des vétos qui soignent des serpents, ils vont souvent vous dire qu'en fait, le problème, c'est le point chaud. Les animaux, ils meurent moins souvent d'une infection pulmonaire liée à, je sais pas, un petit rhume, quoi,
que à des brûlures ou à des complications suite à trop de chaud. D'ailleurs, dans ma pièce, les problèmes techniques ont toujours été cuisson des animaux quand il y en a eu, quoi. Jamais congélation des animaux. D'accord ? Alors, je force le trait évidemment, mais donc du coup, on donne un thermogradient. Ça veut dire qu'on laisse le choix à l'animal. Au même titre qu'on va lui donner un photogradient. S'il veut aller se foutre à l'ombre, il faut qu'il en ait l'occasion. D'accord ? Donc ça, c'est indispensable. Toujours chercher à donner, enfin laisser le choix à l'animal. Parce qu'il sait mieux que nous ce dont il a besoin. D'accord ? Et pareil, donc du coup, j'ai toutes mes ampoules en fait qui sont connectées là avec des petits boîtiers que j'ai achetés sur Amazon pour pas grand chose. C'est pas bien, mais ça marche bien. Et donc du coup, pour baisser la photopériode, là par exemple, j'allais au boulot, j'ai oublié, au feu rouge. Pas besoin de se faire une croix sur la main ou se mettre un rappel sur son téléphone. Alors c'est pas bien, il faut pas le faire en conduisant, c'est dangereux. Mais ça permet de... Je pense que plus c'est facile, mieux on va le faire en fait. Et donc plus on se facilite la vie, plus on va... mieux on va s'occuper de nos animaux finalement. Donc ça c'était pour l'aspect domotique. Ensuite, moi, j'ai pris le parti de donner des UVB à tous mes serpents depuis belle lurette. Et donc, je fais un peu de terrain, j'aime bien faire des relevés, j'ai participé à un suivi de vipères dans ma région et tout. Et les vipères, quand on tombe dessus, dans le Nord-Pas-de-Calais, sur la banquise, quoi, elles sont toujours au soleil. Elles ne sont jamais sous une plaque, elles sont toujours exposées. Donc, ça m'avait donné un petit peu à l'époque du grain à moudre en me disant, si elle le fait, alors qu'elle passe les 9/10 de sa vie planquée, mes animaux, ils doivent faire pareil. Puis après, j'en ai discuté avec des vétos et tout. Au club Aquario Terrario où j'étais, on avait lancé une série de tests. Et puis, en fait, ça correspondait au moment où moi, j'étais en train de refaire mes installs, donc j'ai équipé tout le monde. Mes animaux, je vous ai dit, c'était tous des thermorégulateurs. Et c'est des thermorégulateurs de la zone 2 de Ferguson. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ferguson, c'est un scientifique. Et il a passé sa vie, en fait, à essayer de catégoriser les besoins en termes d'UVB, essentiellement, des reptiles et des amphibiens. Et donc, en fait, lui, son concept, c'est le concept qui découle de sa catégorisation, c'est l'utilisation de l'index UV comme référence. Et donc, c'est un petit appareil qui s'appelle un index UV mètre, quoi, qui coûte la peau des fesses, mais qui est vachement utile. Et donc, tous les animaux que je maintiens, ils sont de la zone 2, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un index UV qui va en moyenne entre 1 et 3, c'est-à-dire très peu d'UVB, certes, mais néanmoins, un petit peu. Et c'est encore une conversation qu'on a déjà eue avec certains, mais toutes les recherches scientifiques récentes, elles tentent à prouver que, même si ce n'est pas indispensable à leur survie, à leur, au fait qu'ils puissent accomplir leur cycle, etc., on répond quand même vachement plus à leurs besoins et à leur bien-être si on leur en apporte. Oh là là, ces élèves. Donc du coup, j'apporte des UV. Voilà. J'apporte des UV très ponctuellement, mais j'en apporte quand même. Donc je vous ai déjà parlé de ces ampoules HID. Donc là, en l'occurrence, c'est calqué sur la photopériode de la bestiole. Donc moi, en général, on est sur du 8-16, quoi. 8 heures de jour en pleine fin de 21 décembre pour 16 heures de nuit, et inversement l'été. Quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on vit par ici. Et pour tous les terrariums donc horizontaux, donc pour les espèces terrestres ou terricoles, ce sont des tubes T5 avec un réflecteur évidemment. Pareil,
toujours un gradient. L'animal, s'il veut s'exposer aux UV, il peut y aller. Mais s'il veut s'en soustraire, ou s'y soustraire, pardon, on le laisse faire. D'ailleurs, la première série de tests que j'ai fait sur les UV, ça correspondait au fait, je constatais que mes œufs, ils étaient partiellement décalcifiés. Donc, il y avait des moments où c'était juste la membrane, et on pouvait voir l'embryon à travers quasiment. Donc du coup, ça m'a interpellé. Et en fait, j'ai commencé à installer des UV à un endroit où j'avais jamais aucun animal qui allait s'exposer, mais néanmoins où il pouvait grimper. Et j'ai commencé à observer qu'en fait, des animaux qui vivent sous terre, tout le temps, ou quasiment tout le temps, allaient se foutre sous les UV. Alors qu'ils auraient pu y aller avant, utiliser cette zone-là du terrarium et ne s'en servaient jamais. On parle d'animaux terrestres, hein, d'accord? Et ces animaux, je les ai observés de mes yeux, donc c'est complètement empirique, certes. Et derrière, j'avais des œufs qui étaient carrément mieux calcifiés. Donc ça m'a convaincu et j'ai généralisé tout ça. Et j'insiste, s'ils veulent s'y soustraire, on les laisse faire. Parce que les UV, on est en train un peu de rétro-pédaler en terrariophilie aujourd'hui, alors pas pour les serpents que moi j'élève, mais pour les caméléons, c'est acté par exemple, et pour beaucoup de lézards, c'est en cours. On a eu tendance à les bombarder avec beaucoup trop d'UV pendant longtemps. C'est dangereux aussi pour les terrariophiles, d'accord? Si vous utilisez des gros HQL, des gros HQI et tout, faites gaffe. Il y a même certains professionnels de la terrariophilie qui encouragent les gens à porter des gants quand ils font ça, quand ils manipulent dans leur terrarium pour ce genre de raisons. Voilà pour les UV. Alors, l'hygrométrie. Alors, on peut scinder les espèces que j'élève en deux groupes. Il y a des espèces qui aiment le sec et des espèces qui aiment le humide. Alors, c'est très caricatural là aussi, mais du coup, il y a une gestion qui est différente de ce point de vue-là. Donc, il y a des animaux qui vont se retrouver à environ, pour lesquels je vais chercher une hygrométrie de pas plus de 60%. Et pour les autres, c'est 80%, mais c'est toujours pareil, ça peut varier dans le temps, ça peut varier en fonction de l'endroit dans le terrarium. On peut avoir un hydrogradient. Là aussi, on laisse le choix à l'animal. Si ton iguane, tu le laisses à 90 ou 100% H24, 365 jours par an, il ne finira pas l'année. Pourtant, c'est un animal qui vit en forêt tropicale humide. Mais, dans la nature, il va pleuvoir, l'hygrométrie va monter à 100%, et peut-être qu'une heure après, elle sera redescendue à 80 ou même à 70. Donc, du coup, l'animal, il n'a pas le temps de développer des problématiques respiratoires, etc., etc. Parce que, en fait, le problème ne se pose pas. Et ça, c'est plus compliqué à reproduire dans un terrarium. Donc, alors il y a un truc peut-être qu'il faudrait dont on parle avant, que je n'ai pas dit, mais un terrarium, c'est comme une pièce avec des terrariums. Si elle n'est pas ventilée, c'est la catastrophe. Hein. C'est des animaux qui ont des poumons et qui restent. Évidemment. Et alors, j'ai plusieurs façons de gérer cette hygrométrie. Donc la première, c'est des bacs d'eau plus ou moins grands, que je vais déplacer. Donc plus ou moins au point chaud, plus ou moins au point froid, en fonction de ce dont j'ai besoin, ou je pense avoir besoin. Donc ça veut dire que je favorise l'évaporation de l'eau dans mon bac d'eau, tout simplement. Je systématise au moins une cachette et une boîte à mu dans tous mes terras. Donc ça veut dire au moins une cachette humide. Je me reprends. Ça veut dire que je prends de la sphène humide et je la mets sous une cachette. Soit généralement c'est au point le plus humide. Et du côté sec, j'ai tendance à mettre une boîte, là aussi un peu comme une boîte de ponte, avec de la sphène humide. Et donc l'animal, en fait, il va pouvoir jongler s'il a envie. La dernière façon que j'ai de travailler l'hygrométrie, c'est avec mon tuyau d'arrosage que vous avez vu tout à l'heure. Parce que moi, je ne fais pas pchit, pchit, pchit comme ça. Je vous dis, j'étais super feignant. Donc moi, je fais...
Voilà, et ça marche particulièrement bien dans mon contexte à moi. Ça, c'était donc l'hygrométrie. Maintenant, les substrats que j'utilise. Du coup, comme j'en ai des secs et des humides, je varie un peu. Donc, pour les animaux qui ont besoin d'une ambiance un peu sèche, j'utilise beaucoup du chanvre. J'utilise aussi de l'aspen quand j'arrive à trouver une promo sur l'aspen. Et donc ça, c'est systématique pour tout ce qui est en boîte d'élevage, pour ce qui est en grossissement, etc. Après, dans les terras, il y a moins d'espèces. C'est vraiment très très pratique. On repère les crottes dessus très très facilement. Par contre, ça supporte très mal l'eau, quoi. Donc faut le coup du tuyau d'arrosage, le pistolet là dans le terrarium, ça c'est juste impensable. Par contre, pour tout ce qui est humide, j'aime beaucoup l'humus de forêt. Je mets aussi beaucoup de feuilles mortes. J'ai des bambous dans mon jardin, donc comme c'est des animaux asiatiques, je leur mets beaucoup de feuilles de bambou. Du forest floor, c'est du mulch de cyprès, ça, c'est Zomet qui fait ça. De la courbe de coco, ou alors, encore mieux, j'aime bien mélanger plein de trucs. L'idée, c'est que l'animal, en fait, il est plein de granulométries différentes. Il va pouvoir fouiller dedans, il va trouver la rugosité dont il a besoin pour commencer à se débarrasser de son exuvie, etc. plus facilement. Voilà, donc c'est esthétique. Par contre, c'est vachement plus compliqué à gérer d'un point de vue pratique, dans le sens où les crottes, il faut les chercher, quoi. Vous ne les voyez pas. Du coup, comme je suis particulièrement feignant, j'associe ou j'essaye, c'est pas du tout des terrariums bioactifs, mais j'aime bien avoir un petit peu de microfaune dans mes terras, particulièrement des cloportes, parce qu'ils sont vachement efficaces pour faire mon travail. Néanmoins, ça implique aussi d'autres choses. C'est pas juste du plus-plus, hein, il y a quand même du travail, il y a quand même des choses à gérer. Quand je baisse mes températures à 10 degrés, mes populations elles s'effondrent. Donc je suis obligé de mettre des boîtes en élevage, d'isopodes, de les rentrer dans mon habitation, au plat, etc. pour l'hiver. Donc je ne suis pas 100% en vacances quand même pendant 3 mois. Bon, comme je suis prof de bestioles, c'est mes élèves de 4e, je leur ramène tous les cloportes. Ils se débrouillent avec après. Mais ça marche bien. Donc du coup, voilà. Je mets plein de feuilles de bambou comme ça. Ça, c'est du mulch de cyprès. Comme j'élève plein d'espèces asiatiques, j'ai mis un Tubaris Panda King. Parce que, en fait, bon, voilà, ça, c'est une bête qui tient bien. Et du chanvre pour tout ce qui est dans les boîtes d'élevage. Et donc, pour les quelques espèces à maintenance sèche que je détiens. Et je vais commencer à vous en parler bientôt, peut-être. Mais avant, il faut quand même qu'on parle de 2-3 écoles, comme l'alimentation. Alors, c'est facile, hein, c'est évident, on respecte le régime alimentaire de l'animal, mais en terrariophilie, c'est un truc qu'on aime bien ne pas faire. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont élevé des hétérodons, et je serais curieux de savoir s'ils ont beaucoup mangé des grenouilles et des crapauds, vos hétérodons. Non, ils ont vu que des rongeurs. Pourtant, dans la nature, ça ne mange pas de rongeurs. Alors, je veux pointer personne du doigt, c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est ces animaux-là, ils vivent moins longtemps que ce qu'ils devraient, en gros. Et donc, du coup, quand on décide d'élever un animal avec un régime alimentaire à la con, et j'en maintiens, ça veut dire qu'il faut s'adapter et faire en sorte de répondre aux besoins de ce régime alimentaire à la con. Donc, du coup, majoritairement, c'est des espèces qui mangent du rongeur chez moi, hein. Donc j'achète du congelé et comme j'ai des espèces à la con, j'élève aussi une partie de mes animaux parce que j'ai certains individus qui refusent de manger autre chose que du vivant. Malheureusement, je passe plus de temps à torcher mes souris qu'à torcher mes serpents. Ensuite, j'élève des serpents qui mangent des œufs d'autres reptiles. Pas courant, super sympa.
Mais si tu leur donnes autre chose que des œufs de reptiles, ils crèvent. D'accord? Donc, je me débrouille. Alors, je me débrouille. J'ai mon élevage qui tourne. Donc, tous les ans, j'ai des œufs qui ne sont pas fécondés, qui tournent, etc. Donc, ça, ils sont recyclés. Et puis, j'ai la chance d'avoir plein de professionnels du reptile dans ma région et plein de bons copains qui ont une boîte avec écrit Lilian au congélateur et qui me mettent de côté c'est pas des excédents d'élevage, mais leurs déchets d'élevage, quoi. Voilà. Donc, du coup, ça fonctionne très très bien. Ça fait plus de 10 ans que j'élève ces animaux-là, que je les reproduis et que je dois être un des seuls. Donc, je vous en parle tout à l'heure. Ensuite, j'ai élevé des animaux qui mangeaient des poissons, on en a parlé hier soir. Il faut faire attention à la vitamine B, aux antithiaminases, enfin, il y a toute une histoire avec la bouffe là. Donc, par rapport à la congélation, par rapport au fait que ce sont des animaux qui viennent d'un milieu aquatique marin, il faut essayer, voilà, votre thamnophis, si vous élevez un thamnophis, il n'a jamais vu un éperlan de sa vie, quoi. Ça sert à rien d'essayer de lui faire bouffer un truc qui vient du milieu marin, au bout d'un moment, ça va devenir problématique. Évidemment, de l'eau. Et on oublie l'eau, mais l'eau, il faut changer les bacs d'eau le plus souvent possible. Tous les jours. Alors, je ne le fais pas tous les jours, mais clairement, vos animaux bénéficient pour leur mue, pour plein de choses. Ils ont besoin d'avoir de l'eau, les animaux en tout cas, de l'eau propre le plus souvent possible. Voilà. Donc le rythme de distribution, c'est hebdomadaire ou bi-hebdomadaire pour certains mâles adultes, et je m'organise de cette façon-là. Pendant longtemps, j'ai noté, j'ai eu plein de fiches, j'ai eu plein de trucs, j'ai testé plein de choses, et en fait, plus c'est contraignant, moins on le fait, parce qu'on est tous d'accord. Okay, si pour faire votre changement d'eau, il faut aller chercher l'eau à 20 mètres, que l'évacuation c'est de l'autre côté et tout, votre changement d'eau, vous arrêtez rapidement de le faire. Enfin, plus rapidement que quand c'est juste à côté en tout cas. Donc bon, j'ai des étiquettes avec la bestiole, le numéro, le sexe, c'est très genré tout ça. Et puis, comme j'ai une petite tête, en fait, je me mets une petite gommette comme ça avec la taille de nourriture. En fait, j'ai pris le parti, ça fait 2 ans par là que je fais ça, c'est d'arrêter de... Avant, je notais plus rien. J'en ai eu ras-le-bol, j'avais des fiches, j'ai tout laissé tomber. Et je suis arrivé à la conclusion que c'était pas satisfaisant non plus. Donc j'ai essayé de trouver un compromis. Et au lieu de noter ce qui va, je note ce qui va pas. Et que ce qui va pas. Donc que ce qui mérite d'être notifié finalement. Donc un animal qui est en mue, donc il va pas falloir nourrir. Un animal qui n'a pas mangé. Puis j'ai un 3e code couleur pour les trucs un peu craignos, quoi, comme une régurgitation ou que sais-je. D'accord? Et voilà, ça c'est la gamme de rongeurs que je distribue. Donc, 8 tailles, ce qui est plutôt pas mal, finalement. Ça permet de bien répondre aux besoins de chacun. Les couleuvres asiatiques, c'est beaucoup des espèces qui mangent des portées de rongeurs dans le milieu naturel. Donc du coup, c'est souvent des espèces qui mangent petits. Donc j'ai plein de petites tailles. Voilà, ça n'est que ma méthode, hein, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ok, on les a nourris. Maintenant, je vous ai dit, moi je suis éleveur, je veux sortir des bébés, quoi. Et pour sortir des bébés, il y a un moment donné, il faut que ça s'accouple. Et là, il y a un timing à respecter. Alors, il est variable en fonction des espèces. Je vous donnerai un truc un peu schématique après. Mais, donc, il est variable. Et ce qui est important, c'est qu'il faut régulièrement, à plusieurs moments, plus ou moins précis, bien laisser le temps aux animaux de s'accoupler. Je les observe quasiment jamais, les accouplements. Parce que ça se passe sous terre, parce que je ne suis pas là, etc. C'est pas grave, j'arrive quand même à avoir des succès de reproduction que j'estime être corrects. Mais néanmoins, ça veut dire que alors j'introduis les femelles chez les mâles, comme ça les mâles je les trouve plus facilement en gros, et si j'estime que l'année d'avant ça n'a pas fonctionné, j'hésite pas à mettre 2 mâles ensemble. C'est des animaux qui vont se battre.
Parfois, j'ai des animaux qui se font tuer par d'autres. Ça m'est arrivé avec mes couleuvres d'Esculape il y a 2 ans, par exemple. Le mâle, il a décidé de tuer sa femelle. Ça va pas. Bon, c'est comme ça. Néanmoins, mettre 2 mâles ensemble, ils vont un peu chamailler, ça va les stimuler. Et puis alors, il y a une autre chose que je fais, parce que moi je suis un rat de bibliothèque et j'accumule de la littérature depuis que je suis haut comme ça, y compris pour les reptiles. Et en fait, pendant longtemps, les vieux terrariophiles conseillaient ou disaient que les animaux pouvaient s'accoupler pendant la période hivernale. Ils pouvaient s'accoupler avant, sur la fin de la saison, etc., etc. Donc moi, pendant la période hivernale, il ne se passe rien en général, mais par contre, avant, parce que les mâles arrêtent de manger avant les femelles, systématiquement dans mon élevage en tout cas. Donc du coup, à partir du moment où ils ont commencé à arrêter, là, je les mets chez les femelles. Comme ça, s'ils veulent s'accoupler, ils peuvent, ça n'a pas d'impact sur leur prise de poids ou le fait qu'ils reconstituent les réserves. Et donc voilà, donc finalement il y a le printemps, le sortie d'hivernation là qui est important, mais ce n'est pas le seul créneau dans l'année. Vous obtenez vos comptes. Super. Moi je n'ai que des animaux ovipares. Je vous présente mon incubateur. C'est une petite cave à vin. En bas, là, j'ai un tapis chauffant de... Je vais y arriver de basse-cour. Donc c'est tout petit, c'est hyper puissant. Il doit faire 80 watts, je pense. Et il doit faire, je sais pas, 35 sur 40 à tout casser. Et en fait, en haut, là, j'ai un ventilateur. Donc en fait, je ventile le flux. Néanmoins, j'ai quand même un gradient thermique entre le haut et le bas. Et puis voilà. Donc moi, j'ai utilisé différentes méthodes d'incubation dans ma carrière de terrariophile. Et c'est une méthode qui fonctionne très très bien pour moi. Donc voilà. L'incubateur, lui, gère la gestion de la température. Et que de la température. La gestion de l'hygrométrie, je le fais dans la boîte. Donc les boîtes que j'utilise classiquement, c'est des boîtes de terrariophiles ultra classiques, ça s'appelle des bras plasts. Les bras plats, généralement, les couvercles sont percés. Moi, j'ai réussi à récupérer un petit lot où vous avez oublié de faire les trous, donc du coup, elles sont parfaitement étanches. Et ça me permet d'avoir une hygrométrie qui est hyper élevée. Dans la boîte, seulement dans la boîte. L'ambiance de l'incubateur, lui, l'hygrométrie est faible. Le substrat, c'est toujours de la vermiculite. Par contre, j'ai arrêté de me prendre la tête à dire il faut que vous la comprimiez et qu'elle se tienne. Moi, je la détrempe, quasiment. Et en fait, je pose une grille PVC, les fameuses grilles qui servent en aquariophilie récifale, là, que j'ai découpées aux tailles de ma boîte. Je pose ça sur mon substrat et après, je cale mes œufs avec des pailles en plastique. Ce qui devient une denrée rare aujourd'hui, les pailles en plastique. Grave problème. Ma température d'incubation, c'est 25-26 degrés. Et chez moi, il faut toujours beaucoup plus de temps que chez les autres pour que ça naisse. C'est-à-dire que généralement, une couleuvre, c'est 60 jours. Chez moi, quand c'est moins de 80, c'est déjà pas mal. Donc, je m'en fous, j'ai tout mon temps. Hein. Et eux, en général, plus ils restent, plus ils sont vaillants. Donc, ça me va bien. Voilà. Quand on regarde une boîte, ce que ça donne. Donc si je ne vois pas la ponte, je passe à côté, les œufs ils vont rester collés les uns aux autres, je ne vais pas me prendre la tête à les décoller. Donc là, ça c'est Gonosoma ceruleum, pardon, ça a changé. Et donc vous voyez, je cale avec des petites pailles comme ça, et puis ils font leur vie quoi. Très facile comme méthode. Voilà. Pour ce qui concerne les éclosions, je fais rien. Quasiment rien, c'est pas à moi, c'est à eux de savoir. D'accord? Je n'ouvre jamais, sauf exception, mes œufs. Ça ne m'intéresse pas de. Je n'élève pas des réjus multicolores. C'est pas mon truc. Juste, on sait que l'embryon, quand il arrive en fin de développement, il a besoin de plus d'oxygène, etc. Donc je sais que sur la fin, je commence à devenir impatient de toute façon, donc je regarde un peu plus souvent. Mais il faut ouvrir les boîtes,
pour faire entrer un peu d'oxygène dedans, parce que leur besoin en oxygène, il monte à son... Ils sortent tout seuls, hein, ils ont cette fameuse dent de l'œuf là qui va tomber instantanément après, faut que tu vois ce que ça en est, quoi, après leur sortie de l'œuf. Donc ils font ça très très bien, la très grande majorité de mes espèces, ils vont trancher sur le côté. J'ai une espèce qui va trancher en polarisé comme ça, c'est des Moellendorffi. Et ça, c'est mon Graal. Ces deux petits bébés là, c'est ma plus belle réussite d'éleveur. Je vous en reparle après. Une fois qu'ils sont nés, je les laisse dans la boîte pendant, allez, peut-être une semaine maximum. C'est un moment où ils ont besoin de beaucoup d'hygrométrie. De toute façon, ils ne vont pas manger avant d'avoir mué. Et la mue, elle va commencer 15 jours après la naissance en général. Donc, il n'y a pas urgence. Et comme ça te laisse super le temps de préparer tes petites boîtes pour les accueillir. Donc, là, j'avoue, j'interviens le moins possible. Juste, je suis super content de leur tirer le portrait quand il y a un truc cool qui se passe. Donc là, je suis comme un gamin. C'est le moment sympa. Bon, alors voilà, un truc un peu schématique sur le déroulé de ma saison de reproduction. C'est valable pour les animaux de l'hémisphère nord. Hein. C'est aussi valable pour les animaux de l'hémisphère sud qu'on a réussi à twister. Mais si c'est un animal sauvage, nous, on fonctionne à l'envers. Et ça, on a tendance tous à l'oublier, je pense. Même pas. Et surtout moi, pour le coup. Donc, en novembre, c'est le début de ma période de repos hivernal. Donc, je vous ai expliqué, je baisse progressivement. Enfin, j'arrête de nourrir, ils se purgent. La température descend progressivement. Alors, je fais différents paliers. Et la photopériode, elle est déjà un peu naturelle. Et par contre, moi, je coupe les lumières. À la fin, j'ai plus du tout de lumière. Les animaux, ils sont dans la semi-obscurité. Il leur reste le puits de lumière dans la pièce. Pareil, si je l'ai fait pour les descendre en température et en photopériode, on va le faire de la même façon, très progressivement, pour la remonter. D'accord ? Il faut leur faire comprendre que c'est le moment de se réveiller. Ça, c'est ce repos hivernal-là, c'est pas une hibernation, enfin, en tout cas, les scientifiques ne considèrent pas ça comme une hibernation. Certains disent une hibernation, etc. Ça reste des animaux poikilothermes, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais d'un point de vue métabolique. Mais néanmoins, c'est indispensable pour que la bestiole, elle entame ses cycles, enfin qu'elle entame ses cycles hormonaux et qu'elle commence à fabriquer des gamètes pour la saison d'après, par exemple. Ok. Donc du coup, si vous ne faites pas ça, peut-être que vous aurez des repros, mais certainement que vous aurez une qualité de fécondation, par exemple, ou un taux de natalité qui sera inférieur à ce que vous auriez pu avoir si vous les aviez fait hiverner. En tout cas, chez moi, c'est systématique. Voilà. Mi-février, je vais remonter la photopériode à température. Début mars, premier nourrissage. Les mâles sortent de repos hivernal toujours avant les femelles. Eux, ils savent que c'est leur moment de l'année, ils vont avoir droit à faire des trucs, donc ils sont chauds patates. Du coup, comme ils sont trop préoccupés, c'est des mâles, ils sont un peu cons, donc ils sont hyper préoccupés par ce qui se passe en dessous de la ceinture, ils ne pensent pas à manger. C'est pour ça que c'est important de bien les faire bouffer avant l'hivernation, hein, évidemment. Et les femelles, elles mangent. Il faut attendre la mue de post-hibernation, parce que c'est elle, enfin en tout cas, le début de l'ovulation, elle est couplée à cette mue. D'accord ? Généralement, c'est en même temps. Donc à partir du moment où la femelle s'est débarrassée de son exuvie, là, on la met chez les mâles. On présente mâle et femelle. On a des accouplements, gestation, généralement entre 50 et 60 jours. Et puis, voilà, mi-mai, du coup, à peu près chez moi, on a une mue de préponte, les femelles, évidemment. Cette mue de préponte nous dit, ah, attention, dans 10 jours, il va falloir que j'aille il faut que je commence à faire attention à ce qui se passe dans mes boîtes de ponte. Donc là, j'ai une petite gommette, je dis, attention,
J-10. Ok, ça pond, vous les récupérez, et après, je vous ai dit, 70, 80 jours après le début des éclosions. Moi, ça me mène super tard, en fait, dans l'année, parce que j'essaye de respecter un truc qui ressemble à ce qu'ils vivent dans la nature. Les gros éleveurs de couleuvres, ils ont tendance à raccourcir leur repos hivernal pour avoir des bébés qui soient disponibles plus tôt. Je comprends, hein, si c'est des professionnels et tout, eux, aux bourses de septembre, il faut qu'ils commencent à sortir des bébés qui soient démarrés pour pouvoir les proposer à l'achat. Moi, je m'en fous. C'est ma passion, c'est pas mon taf. Donc, du coup, mi-août. Alors, il y a des espèces pour lesquelles la gestation est beaucoup plus courte et l'incubation aussi. Donc, ça peut être plus tôt. Des fois, juillet. Des fois. Mais comme ça, je pars en vacances au mois de juillet, rien à faire. En 3 semaines, tant qu'ils ont de la flotte, tout va bien. Pas beaucoup de travail pour mon copain qui vient s'occuper de mes animaux chez moi, quoi. Tant mieux. Voilà. Et puis, il y a des espèces qui vont pondre chez moi jusque... les pontes les plus tardives que j'ai eues, c'était début octobre. Pour les mandarinus, par exemple. Donc, vous imaginez, ça fait des naissances au mois de décembre. Donc, c'est typiquement ces animaux-là qui naissent à 10 degrés, quoi. Et eux, ils vont manger au mois de mars de l'année d'après. Ces animaux-là, là, généralement, ils attendent 6 et 8 mois pour manger. Leur premier repas? Ouais, leur premier repas. Mais c'est pas grave, si c'est ce qu'ils vivent dans la nature, enfin, c'est prévu pour, quoi. Ils y sont préparés. Voilà. Bon, on a des jeunes. Alors, contrôle renforcé pour les jeunes. Attention, c'est hyper compliqué. Donc, c'est une maintenance très humide jusqu'à la première mue. Généralement, je mets du sopalin dans la boîte que je détrempe. Comme ça, j'ai pas de souci avec cette première mue. Et après, je bascule sur une maintenance sèche quand ils ont mangé 1 ou 2 fois. Ok, la première mue, c'est à partir de J10, j'ai dit J15 tout à l'heure. Vous voyez, je connais pas bien les chiffres. Et une fois qu'ils ont mué, je propose de la nourriture. Pendant toute une période, quand je mettais les individus en boîte individuelle, donc quand je les sortais de la boîte de ponte, là, pour les séparer les uns des autres, je mettais un rosé avec, donc un fœtus de souris. Et pour certaines espèces, ça tapait direct. Aujourd'hui, je ne le fais plus, parce que je ne sais même pas vraiment pourquoi, en fait. Mais pour les animaux que j'élève aujourd'hui, c'est peut-être bien plus pertinent de le faire comme ça. J'organise mes petites boîtes d'élevage de la même façon pour les gradients que les adultes. Alors, c'est beaucoup plus sommaire, évidemment. Et les paramètres d'ambiance, c'est exactement les mêmes que les adultes. Une boîte d'élevage de bébés, c'est quand même vachement minimaliste, d'accord? C'est un morceau de PVC et un bac d'eau, quoi. Alors, pour les espèces arboricoles, je rajoute un grillage en plastique, là, pour qu'ils puissent grimper. Et puis après, ça m'arrive de mettre d'autres trucs, un peu de plantes en plastique, etc. Mais quand vous commencez à sortir des bébés, et puis que vous avez une nurserie qui est remplie, quoi, ben ça fait beaucoup de taf. Pas forcément le temps. Donc je choisis des espèces qui se reproduisent peu finalement aussi. Mais bon bref, voilà. Ça c'est une boîte d'élevage de jeunes. Et maintenant parlons un peu des bestioles en elles-mêmes. Et alors, c'est très bêtement classé par ordre alphabétique. La première espèce dont je vais vous parler, c'est Archelabella chapaensis, anciennement Elaphe leonardi, je crois. C'est une espèce qui vient du nord du Vietnam qui est hyper primitive. Ça se voit typiquement dans son comportement. Elle n'a rien à voir avec les autres couleuvres que j'élève. Elle est débile. D'accord? Ça a un comportement de venin. C'est vraiment rigolo. Donc ça tape de façon complètement désordonnée. Ça me fait penser un peu aux hétérodons. Après, ça va gicler. Donc c'est assez imprévisible. C'est drôle. Ça vit dans les forêts d'altitude. Ça fait 120 cm. Je maintiens ça très humide.
C'est hyper rare en élevage, il y a 2 mecs qui arrivent à les reproduire en Europe, il n'y en a pas ailleurs, à ma connaissance. Et j'avais 5 individus au début de l'hivernation, j'en ai plus que 2. Ça fait, je pense, 10 ans que je galère avec cette espèce. J'ai jamais sorti un bébé. J'en ai perdu déjà avant, que j'ai remplacé, etc., etc. En fait, je pense, d'après les conversations que j'ai pu avoir avec les 2 types que je connais qui reproduisent, et un peu de littérature, que le créneau de fécondation, enfin d'accouplement, il est hyper tôt et il est hyper étroit. Donc j'ai déjà essayé plein de trucs, je les ai fait hiverner ensemble, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis plusieurs mâles ensemble, ça n'a pas fonctionné. J'ai laissé à l'année ensemble, j'ai séparé, enfin j'ai essayé plein de choses. Ça a toujours capoté, j'ai eu... une fois, j'en ai même eu ras-le-bol, j'ai filé ça à un de mes potes, enfin mon mentor, et chez lui, il y a eu des œufs, mais c'était des slugs, d'accord? Et là, du coup, cette année, en discutant avec lui, on s'est dit, ça aime vraiment, vraiment le frais, cette bête-là. Donc, ils vont aller passer l'hiver dehors, en fait. Donc, j'ai un terrain de 150 que j'ai rempli de ça d'humus. J'ai mis des cachettes en dessous, partout et tout, et j'ai foutu ça au fond de mon jardin. Mais il m'en reste plus que 2. Donc, résultat perso, nul. Enfin, pas terrible, quoi. Loin d'être terrible. Mais bon, c'est une espèce qui évolue, hein, vous voyez, en contraste. Enfin, c'est une sous-espèce d'ailleurs. Donc ça, c'est les juvéniles quand ils sont arrivés chez moi, et ça, c'est un individu adulte. Le rouge, il a tendance à être quand même vachement moins sympa. C'est un animal avec le nez un peu tronqué, comme ça. Enfin bon, j'aime beaucoup, et je désespère, et je ne sais plus quoi faire pour y arriver. La première espèce que je vous présente, c'est un échec cinglant, hein, comme vous avez remarqué. Bon, heureusement, il y a des trucs qui fonctionnent un peu mieux. Donc j'élève, ça c'est une espèce à maintenance sèche, c'est Elafgion. C'est une espèce qui a une aire de répartition énorme, pardon. On la trouve de l'Ukraine jusqu'à la Sibérie, d'accord, ou la Corée du Sud, donc encore plus bas. Moi j'élève, pour le coup, une sélection et une mutation. Donc ça c'est de l'albinos, hein, classique. Vous voyez des œufs partiellement calcifiés, ça donne ça. Donc ça c'est une plante que j'ai chez moi, ça c'est les jeunes. Ça c'est les animaux que j'ai obtenus en Russie, avec le zoo de Moscou à une époque. C'était il y a longtemps. Et puis j'élève aussi cette forme rouge qui est une sélection, qui elle vient de... Alors ça là-bas, ça vient d'autour de Pékin, l'albinos, et la super rouge, ça s'appelle, super red. Ça vient de Vladivostok, à la base c'est des animaux tigrés, ils ont été sélectionnés pour le rouge, et en fait, vous voyez là, c'est un animal qui est ligné en plus, parce que chez les serpents, classiquement, on trouve 2 patrons assez souvent, des fois 3, les animaux mouchetés ou maculés, les animaux lignés, et des fois les paterness. Là, en l'occurrence, c'est donc du ligné sélectionné pour être très rouge, comme ça. La première forme chromatique, finalement, de l'Elafgion qui s'est démocratisée, c'est une espèce, il y a 10 ans, en Europe, personne n'en avait. Aujourd'hui, c'est de plus en plus courant, parce que c'est un animal hyper facile à élever. C'est comme la gute, mais il n'y a pas besoin de chauffer, quoi. Donc, c'est idéal pour débuter. Et en plus, c'est pas très cher. Donc voilà, c'est une rustique, l'hygrométrie est facile à gérer, ça mange du rongeur, enfin c'est vraiment bien. Et il y a plein de mutations, de morphes, de variétés géographiques. Évidemment, en se disant que ça part de l'Ukraine jusqu'à la Corée, il y a moyen que ce soit plusieurs espèces et qu'on ne sache pas. Il y en a qui sont 2 fois plus grandes que d'autres d'ailleurs, des localités, donc peut-être. Voilà. C'est en tout cas une espèce qui marche très très bien chez moi. Elafgion, du coup. Ça, c'est les géants de mon élevage, c'est Moellendorffi, c'était Archriophis il n'y a pas très très longtemps. C'est une espèce un peu légendaire en terrariophilie parce que c'est importé massivement et ça crève tout le temps. Moi, les individus que j'élève sont nés en captivité alors que les autres étaient prélevés. Peut-être ça qui explique
Mon succès est relatif, parce qu'il n'est que relatif. Ça vit autour des grottes. Et dans les grottes, ces animaux qui... les anciens arthriophistes, typiquement, ils vont taper les chauves-souris à l'entrée des grottes. Alors, en captivité, ils mangent des rats. Un mâle adulte de Moellendorphi, ça fait 2,50 m et c'est gros comme mon avant-bras. C'est une belle grosse couleuvre, d'accord. La particularité de cette espèce, c'est que la maturité sexuelle, elle est ultra tardive. J'en ai pas parlé, mais pour les couleuvres que classiquement, la maturité sexuelle, c'est 18 mois pour un mâle, allez, 2-3 ans peut-être, enfin 3 ans pour une femelle. Là, c'est plutôt 7 ou 8 ans. Et les terrariophiles sont impatients. Bref, j'ai eu des pompes blanches 2 années de suite. J'ai des animaux qui sont vieux, j'avais un gros retard de croissance sur ma femelle. Je suis en train de rattraper ça. Mon mâle fait un peu plus de 2 mètres. Il est loin d'être gros comme mon avant-bras, mais disons que s'il me charge, je fais pas le malin. Mais il est gentil, on s'entend bien. Donc voilà, pour les Moellendorphi. C'est le serpent ratier aux 100 fleurs, ça s'appelle. Les Chinois en font du vin. Au même titre que l'espèce suivante est la Ténura. Donc moi j'élève la sous-espèce Ténura. Là j'ai que des mutations et c'est ce que j'ai acheté cette année. J'ai aucun problème avec le fait d'avoir des individus dans mon cheptel qui viennent d'un point géographique précis, qui soit sourcé, etc. Et une mutation, moi j'étais à l'école de l'AFV et puis de la CIL un tout petit peu il y a longtemps, donc j'ai pas du tout, je m'en fous en fait. On élève les animaux pour nous, j'élève les animaux pour moi, mes animaux ne verront jamais le milieu naturel, encore moins des trucs qui ressemblent à ça. Donc ça peut très bien coexister dans mon élevage. La particularité de cette sous-espèce de serpent ratier asiatique, c'est que c'est la plus petite, elle est très gérable, on peut, comme ils vivent autour des grottes, elles grimpent un petit peu, donc je les ai installées dans des... Enfin, elles vont être installées dans des terrariums arboricoles, là. C'est plutôt cool pour une Ténura. C'est une maintenance sèche, il y a plein de mutations, donc mes animaux, c'est de la albinos T+, là en haut. Il y a différents types d'albinisme. Donc là, ça tire un peu sur l'hypomélanisme, c'est-à-dire que c'est un albinisme partiel, ce qui fait que c'est des animaux généralement qui sont mauves au niveau des yeux. J'aime particulièrement. Et puis hypocalico, là, il y a 2 mutations sur cet individu. Porteur du gène du machin, donc là on va s'amuser à avoir des pontes plutôt conséquentes, parce qu'il y a, je sais pas, 12-15 œufs, je pense, sur ces animaux-là, de tête. Et puis potentiellement plein de couleurs différentes, donc ça peut être rigolo à l'éclosion. C'est pas quelque chose que... C'est des animaux que j'avais achetés pour le lycée initialement, et puis je me suis laissé tenter, je me suis dit que ça pouvait être cool juste pour ma gueule. Très égoïstement. Donc voilà. Pour les Ténura, donc pour l'instant ça j'ai pas beaucoup de retours, puisque c'est les animaux que j'ai achetés cette année. C'est donc ça mon Graal, c'est Euprepiophis conspicillatus. Alors j'ai un peu... Cet animal et moi, c'est pas qu'il y a une grande histoire, mais en fait, j'ai passé 2 fois un certificat de capacité. Et en fait, quand vous montez votre dossier, finalement, bah, il y a un gros travail de biblio, etc. Et on découvre des trucs dans ces cas. Et j'ai découvert l'existence de ce truc-là qui est, de mon point de vue en tout cas, la conjugaison parfaite de 2 espèces que j'adore, qu'on va voir après. Et là, j'ai dit, il me faut quoi. Sauf que une femelle, ça vaut 1000 €. Et en fait, si j'ai 1000 € à claquer, ben, je pars 2 fois en vacances, moi. Donc, je n'achète pas un serpent comme ça. Et bref, voilà, ça vient du Japon, pareil, il y a très peu de succès de reproduction. Les éleveurs pardon, qui ont des résultats sortent un bébé, 2 bébés, généralement 2 mâles. Le sex ratio est pourri chez cette espèce-là, on ne sait pas pourquoi. Okay, c'est un animal qui est hyper discret, qu'on voit très peu, qui vit enfoui.
D'accord? Et donc, j'ai 2 mâles et une femelle. En fait, il y a une année où j'ai vendu le Succès Fermé Repro et ça m'a permis de financer ça. C'est une belle année donc. Mais c'était cool. Et puis, en fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'achète les animaux souvent à un petit cercle de gens et je les ai pas payés ce prix-là. Bah, le jour où je l'ai acheté, j'ai acheté les Archelaf aussi et il n'a pas fallu me parler pendant tout le retour de âme, je me sentais super mal. Je me sentais, je sais pas, vis-à-vis de mes gosses, ma femme, c'est abusé en fait. C'est trop d'argent. Les terrariophiles, ils sont déconnectés de la réalité, quoi. Enfin, souvent, les terrariophiles, je ne vais pas faire de généralité, mais non, on parle de 1 000 €, quoi. Quand même. Bon, bref. Coup de chance, j'ai galéré longtemps, j'élève des animaux, enfin des rongeurs vivants pour ces animaux-là. Uniquement la femelle, puisque les 2 mâles mangent du noir comme pour rire. La femelle décide de me pourrir la vie, mais quand même. Voilà, je l'aime bien, c'est elle, hein, la femelle. C'est vraiment mon animal. Et donc, du coup, là, j'ai sorti un mâle et une femelle. J'ai gardé la femelle pour moi. C'est tout petit. Ça aime l'humidité. Et c'est la seule espèce que j'élève qui vient du Japon et qu'on trouve sur plusieurs îles. Pardon. Avec des variétés géographiques. Il y a la forme japonica qui est complètement rouge, sans patron de coloration. On en trouve sur Hokkaido, on en trouve un peu partout. C'est tout le temps planqué et cet animal naît tard dans l'année et va manger ultra longtemps après. À quelle heure faut que j'arrête? Ah ouais? Eh ben passons à la seconde alors. Ça c'est la couleuvre de jade. Donc c'est tous mes animaux en photo. Hein. La majorité des photos sont à moi. Et j'ai pas crédité les autres, c'est pas bien. Et ça, c'est ma femelle historique, ça, c'est sa fille, ça doit être son petit-fils, un truc comme ça. Vous voyez que celui-là, il a des couleurs un peu différentes. Donc ça, c'est... Moi, j'élève des Euprepiophis mandarinus qui viennent toutes de la même région géographique. C'est la vallée de Hong au nord du Vietnam. C'est une souche qui fait 1,80 m pour les plus grands individus, alors que ailleurs, en Chine, essentiellement, ça dépasse rarement 1 mètre. Bon. Et ils ont des spécificités chromatiques. Donc là, j'ai des individus qui sont très jaunes, et puis des individus qui, en grandissant, perdent le jaune pour devenir tout blanc. Et viennent, donc ça s'appelle de l'azanthisme, même si ça ne l'est pas en fait. Et c'est une espèce que donc, je reproduis depuis, bon, je pense 10 ans, un truc comme ça. C'est des animaux qui sont vieux chez moi, mais j'adore, j'en ai plein. En fait, quand j'ai des bébés, j'en garde toujours. Il y en a toujours des trop beaux pour les laisser partir. Voilà, donc c'est la cousine de la Conspicillatus, et c'est une des 2 espèces qui me fait penser, évidemment. C'est une autre de ces espèces mythiques en terrario parce que pendant longtemps très très recherchée et que les gens cassaient en fait. Ils n'arrivaient pas à garder en vie parce que c'était expédié via le sud du Vietnam, là où il fait hyper chaud, et avec les animaux ils arrivaient cramés, quoi. Cramés, déshydratés. Alors que cet animal-là, si vous le mettez à 28 degrés, il commence à être en PLS, quoi. Donc le secret, c'est le frais pour tous ces trucs-là. Ok. Mandarin. Ensuite, j'élève des arboricoles. 3 espèces de Goniosoma. Peut-être que celui-là, comme il est très emblématique, vous le connaissez, Goniosoma Boulengeri, avec son rostre, voilà, un peu chelou, qui vient de la même région sud de Chine, nord du Vietnam, des forêts d'altitude. 150 cm pour les plus gros mâles, mais généralement c'est moins que ça. Alors, sa particularité, c'est que ça aime autant être dans l'eau que dans les buissons au-dessus. D'accord? Donc c'est un truc un peu bizarre, parce que cette espèce-là, c'est tout un truc. Déjà, quand ça naît, c'est tout gris comme ça. Après, ça passe par une phase un peu comme ça, et pour finir, ça devient tout vert. Voilà.
Tant que c'est gris, ça n'a aucun caractère. C'est l'animal le plus peureux qui existe. D'accord? Vous lui présentez à manger, il fait « Pardon, au secours, j'ai peur ». Voilà. Et c'est très délicat à démarrer. Mais aussi, pourquoi? Parce qu'on essaye de le démarrer avec des trucs qui ne mangent pas dans la nature. Il faut essayer avec du poisson, il faut essayer avec du tétard, il faut essayer avec des choses qu'ils trouvent dans l'eau, là où ils vivent. D'accord? Donc ça change de couleur, ça s'appelle le changement ontogénique. Et puis par contre, dès que ça commence à changer de couleur, là, ça choque du tempérament en même temps et ça devient... Voilà. Des arboricoles, donc des agrafés. Suivant, Goniosoma ceruleum, vous avez déjà vu des bébés en photo avant. Grosse aire de répartition, c'est une espèce qui a été scindée en plusieurs. Historiquement, ça s'appelait Goniosoma trasinum. Maintenant, moi, les espèces, enfin, le nom de l'espèce que j'élève, c'est ceruleum. Ma souche vient du nord du Vietnam. C'est une petite espèce par rapport au Boulengerie. Et eux naissent tout verts. Eux aussi sont aquatiques ou arboricoles, comme je vous l'ai dit. Enfin, comme je l'ai écrit pour l'autre, pardon. Et contrairement aux Boulengerie, ils sont beaucoup plus faciles à démarrer. Deux plus faciles. Goniosoma frenatum, c'est la troisième espèce que j'élève, celle avec laquelle j'ai eu le moins de succès, même si j'ai eu des repros. Grosse aire de répartition, les miennes viennent elles aussi de Sapa au nord du Vietnam. Alors, elles aussi, changement ontogénique, ça en fait l'espèce sœur de la Boulengerie. Vous voyez des bébés gris là et là. Et moi, j'ai eu la surprise dans une des rares repos que j'ai réussi à obtenir de cette espèce-là, d'avoir un animal qui n'a rien à voir. Et je ne sais pas ce que c'est. Pour l'instant, il grandit. Mais probablement que c'est un individu albinos T+. Enfin, probablement. Je suppose que. Voilà. Ce qui en ferait probablement le seul au monde. Mais, du coup, fou. Ça me fait toute chose, je m'en fous, mais cet individu est incroyable. J'ai une photo à la fin. J'élève des serpents-loups chinois. Alors j'élève, je les ai depuis longtemps, je ne les ai jamais reproduits. J'espère bien que ça va arriver cette année. Avec cet animal-là, les Chinois font du vin aussi. Il existe une forme albinos, mais je trouve que c'est très très vilain, donc j'élève la forme traditionnelle, traditionnelle, classique quoi. Très contrasté, rouge et noir, comme ça. Et puis, c'est pas une espèce avec laquelle je m'éclate. Je sais pas pourquoi. Il y a toujours dans un élevage des animaux avec lesquels vous prenez plus de plaisir que d'autres. Et j'ai pas d'explication, en tout cas, cette espèce-là, à l'usage, même si sur le papier, ça coche toutes les cases de ça devrait me faire kiffer, ben, pas tant que ça. Alors, je les garde, je vais faire en sorte de les reproduire, et puis après, on verra bien. Je vous parlais des mangeurs d'œufs de reptiles, je vous présente Oligodon lacroaxi. Alors la face ventrale est toute rouge comme ça, voilà la face dorsale avec des points blancs. C'est un animal qui est tout petit. J'élève ça depuis Mathusalem maintenant, ça c'est ma main, hein, c'est des bébés que j'ai eus. Alors c'est marrant parce qu'ils refusent de manger leurs propres œufs, comme quoi. Les serpents, peut-être que cognitivement, c'est un peu plus élaboré que ce qu'on pensait. Par contre, l'élevage sur le long terme des jeunes, malgré le fait que je donne que des œufs de reptiles, des fois, ça m'hermine un peu. Donc j'ai diffusé l'espèce un tout petit peu, mais beaucoup moins que ce que j'espérais. Et mes animaux adultes sont âgés, et j'ai rien qui arrive derrière, et je pense que cette souche-là, je vais la perdre. Mes animaux adultes sont tous des animaux qui ont été prélevés. C'est une des rares espèces où c'est le cas. J'ai beaucoup d'Oreocryptophis porphyracus coxi, donc plusieurs sous-espèces d'Oreocryptophis. Celle-là, c'est la plus connue, elle vient de Thaïlande. C'est aussi, je pense, la plus belle, celle qui garde le rouge le plus intense. Une espèce très facile de maintenance, vous les mettez à 18 degrés, elles continuent de manger, hein, ces trucs-là. Il faut vraiment les mettre à 10 degrés pour qu'elles arrêtent de bouffer. C'est une espèce qui est stéricole, qui va manger, donc je vous expliquais tout à l'heure, les portées de rongeurs dans les galeries, très rustique, joli petit tempérament, hein, quand vous allez
mettre la main dans le terrarium, elle va vous faire comprendre que vous n'êtes pas les bienvenus. Voilà, et puis dans les repos, vous avez des fois des individus un peu apéro. J'essaye de faire vite. Deuxième sous-espèce de Porphyracéus que j'élève, les Laticinthus qui viennent de montagnes. Ouais, ça marche. Cool. Qui viennent des montagnes de Malaisie. Là aussi, changement. Là, il y a un changement autogénique. Vous voyez, les jeunes, ils sont très contrastés avec du orange. Et en grandissant, le orange disparaît. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas eu de repos. Mes individus que j'ai sont un peu jeunes. Ça va venir. C'est exactement la même maintenance que le précédent. Enfin, hyper, très straightforward. Assez bidon finalement. Troisième sous-espèce, les pulcras qui viennent du sud de la Chine et du nord du Vietnam. Sapa, la même région que les archéophes, la même région que les mandarinus que j'élève. C'est la pulcra, super rustique. Là aussi, il y a un changement ontogénique. Je pense que c'est la sous-espèce que j'élève depuis plus longtemps. Bon, voilà. Vous me poserez des questions si vous voulez. Le dernier groupe qui me reste à vous présenter, c'est celle des couleuvres européennes quand même, puisque mon petit péché mignon, c'est ça aussi. Donc j'élève des amélis. La plus connue, c'est la couleuvre d'Esculape, qu'on a en France. Mais j'élève aussi sa cousine du sud de l'Italie. J'élève donc des animaux classiques et des animaux qui sont anérythristiques, donc auxquels il manque un pigment, pardon, voilà. Des animaux semi-arboricoles, assez faciles de maintenance. Pour l'instant, j'ai pas de repos, j'ai un mâle adulte, j'ai des femelles en croissance, j'ai aussi d'autres individus en croissance, etc. J'ai une petite collection, là, pour le coup, on va dire. Cette espèce-là a la pupille rouge quand elle est jeune, c'est plutôt rigolo. Voilà, pour les Lineatus, qui s'appelait Elaphoroma avant, qui est libre de détention, contrairement à la Longissimus, qui est donc la couleuvre d'Esculape qu'on trouve en France. Donc j'en ai toute une série aussi de celles-ci, y compris des hypomélanistiques comme ça, et des mélanistiques, donc des plus foncés. Ça, c'est une souche qui vient de Bulgarie. Je pense que je suis le dernier en Europe à en avoir, parce que les autres ont tous arrêté. Et c'est mon mâle qui a décidé de tuer ma femelle dans ce truc-là. Heureusement que j'avais un petit peu de rab pour le coup. Donc, c'est des animaux qui valent rien. Les Longissimus, comme c'est soumis à certificat de capacité, enfin à autorisation en France, et en Europe, en fait, il n'y a pas de marché, ou très peu de marché. C'est typiquement des animaux que vous allez acheter 20 ou 30 balles, quoi. Sauf que, bah, il faut avoir le droit de les avoir. C'est loin d'être insurmontable, hein. Je vous encourage tous à vous présenter. Plus il y aura de capacitaires, mieux ce sera pour la détention des animaux en captivité en France. Après tout, on vous reconnaît officiellement une compétence. Hein. Donc voilà. Mais ça veut dire que ces animaux, ils sont tous pucés, ils sont tous déclarés IFAD, comme je vous ai montré tout à l'heure, etc., etc. Voilà pour les esculapes. Le symbole de pharmacie, c'est cette là. Une autre espèce proche de l'esculape, c'est les Abelis persicus qui vient d'Azerbaïdjan et d'Iran. Moi j'ai des animaux qui sont un peu marrons comme ça, mais en grandissant ils deviennent quasiment noirs. C'est une maintenance très facile. Alors, c'est quand même des animaux qui sont très chiants à démarrer, ceux-là. Pour les faire bouffer, c'est galère au départ. Et après, souvent, ils restent sur du vivant. C'est un peu la contrainte avec cette espèce-là. Ouais. La couleuvre à échelon du sud de la France. Moi, j'élève la forme orange, parce qu'il y a une forme grise aussi, qui est plus belle quand elle est jeune, mais qui reste moins jolie en grandissant. Alors, bébé, bah voilà, il y a un patron sympa qui disparaît pendant la croissance.
Ça, là maintenant, c'est. Puis le comportement de l'animal, c'est vraiment comparable à un pitch-office, un serpent taureau. Ça souffle, ça tape la gueule fermée, c'est de l'esbrouffe, quoi, clairement. Pour autant, c'est quand même, quand ça fait 140 cm, c'est plutôt épais comme bestiole, et donc du coup, ça fait des jolies petites bêtes. Là, il y a du tempérament en face. Voilà. Par contre, du coup, souvent, gros caractère égale bon mangeur. Hein. Plus ils ont de réactivité, plus c'est facile de les faire manger. Donc du coup, ça c'est facile. Mais aussi, l'inconvénient, c'est bien beau de sortir des bébés, mais tous les ans, je galère comme un dingue pour les écouler. Quoi. Parce qu'il n'y a pas de... en France, c'est pas possible, ou quasiment pas possible. Un coup, j'en ai vendu à un parc zoologique. Et les éleveurs restent avec en général. Donc voilà. Ça c'était. Et donc la dernière. Ça aussi c'est une bête que j'adore. Zamenis situa, c'est les plus anciens, les plus vieux animaux que j'ai dans mon élevage. Donc là, cette femelle-là a 18 ans. Elle a encore pondu cette année. Cette femelle-là a 17 ans. J'élève des animaux qui n'ont pas de localité géographique, bien que ça existe chez cette espèce-là, mais j'élève une souche historique de mon club Aquario Terrario de Béthune, finalement. Donc je suis, je ne sais pas combien tième à élever cette espèce, elle est dans le club depuis des générations, quoi. Je caricature, évidemment, mais voilà. Donc des marbrés, des lignés, et j'élève aussi ce qui s'appelle une hypoérythristique. C'est un gène d'absence partielle des pigments rouges, et ce qui fait que ça donne des animaux un peu vergnats comme ça, et on est, je pense, plus de 2 à en avoir. Donc j'aimerais bien réussir à sortir des animaux lignés et hypoérythristiques. Comme c'est du simple récessif, je garde tous les jeunes de mes repros pour l'instant. Et voilà, c'est l'animal que je maîtrise le plus parce que c'est celui que depuis 14 ans je sors tous les ans. Voilà. Ça c'était donc les animaux que j'élève. Ça c'est ceux que j'élève plus. Et si vous voulez aller plus loin, en fait, il faut bosser, quoi. Il faut bouquiner. Il n'y a pas grand-chose. En français, le super bouquin pour se mettre un peu de culture générale dans le serpent, c'est celui-ci. Il n'y en a pas beaucoup en français, donc c'est génial. Il est génial, ce bouquin, je vous le recommande à tous. Si vous voulez des bons bouquins sur les serpents asiatiques, les deux Klaus-Dieter Schultz, ça va vous coûter un rein, d'accord? Mais... ouais, peut-être 1,5 €. Je pense que c'est très très cher pour moi, je les ai, ils sont vraiment bien. Celui-ci aussi, là, qui est plus récent, vous pouvez trouver sur Amazon à un prix plutôt correct. Le Snakes of Europe, tout ce qui est édition Chimera, de façon générale, c'est très très qualitatif. D'accord? Donc vous allez avoir plein d'infos très pertinentes, très intéressantes, aussi bien sur... pour le coup, dans ce bouquin-là, sur la vie en milieu naturel qu'en milieu captif. Ok, puis enfin, là, aux éditions Biotope, l'Atlas des reptiles de France, pour ce qui concerne les quelques espèces françaises que j'élève. Bien que là, du coup, vous ayez tous les reptiles de France dans ce truc. D'ailleurs, je pense qu'il est à la boutique, celui-ci. Je crois l'avoir vu ce matin, du musée. Voilà. Donc ça veut dire que c'est que ce que moi je fais, d'accord? C'est pas un tuto pour élever ces animaux, ça fonctionne dans mon contexte. Moi je suis, bon, Lilian Massonnier, ok, mais c'est tout, je suis personne, d'accord? Merci de m'avoir écouté. Et la voilà ici, la bête chelou. Voilà, ça c'est aussi tous mes animaux. Écoutez, j'ai été long. Ma femme dit des fois. Merci à tous. Je ne sais pas si on a vite fait le temps pour des questions, sinon.